Comment dialoguer avec une personne qui affirme que la Covid-19 a été créée par des laboratoires pharmaceutiques, que les attentats du 11 septembre n'ont pas été commandités par Al-Qaïda, que les démocrates américains font partie d'une secte pédocriminelle qui se nourrit du sang des enfants, ou encore que notre bonne vieille terre est plate? Je vous le concède, le dialogue peut s'avérer difficile, surtout s'il s'agit de votre moitié, de votre mère, de votre oncle ou d'un collègue de travail qui soutient mordicus ces thèses assez étranges. Nous verrons pourquoi le complotisme contamine de plus en plus de cerveaux. Est-il utile d'user d'arguments rationnels contre ces théories? Est-il possible de sortir du complotisme? Comment échapper à ces fausses croyances? Existe-t-il des personnalités plus sensibles à ces thèses? Et puis, quelles sont les armes pour y résister alors que nous n'avons jamais autant bénéficié de connaissances scientifiques de tous ordres et de temps disponible pour aiguiser notre intelligence? Bonjour Gérald de Bronner. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie nationale de médecine, et vous venez de publier au PUF un livre que j'ai adoré, Apocalypse cognitive. Pourquoi ce titre frappant avec en couverture la méduse peinte par le Caravage? Assez effrayante. Oui, en effet, c'est un peu frappant, mais rassurez-vous Ali, je n'annonce pas la fin des temps, c'est pas mon genre, vous le savez. Apocalypse, ça vient de l'étymologie qui veut dire révélation, donc apocalypse. En grec ancien. Comment? En grec ancien. Oui, voilà, et donc cette révélation, c'est simplement les traces que nous laissons dans le monde numérique et qui dessinent finalement de l'humanité une figure qui est à la fois grimaçante, donc pas tout à fait exacte, mais pas tout à fait fausse non plus. Il faudra bien regarder cette figure pour essayer de développer un programme politique rationnel. Bonjour Sylvain Delouvet. Bonjour. Maître de conférence à l'université Rennes 2, directeur de la rédaction de la revue scientifique Les Cahiers internationaux de psychologie sociale. Dernier ouvrage paru au PUF, Des têtes bien faites, défense de l'esprit critique, coécrit avec Nicolas Gauvry. Bonjour Hélène Romano. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, chercheuse, et vous avez notamment publié chez Odile Jacob « Quand la vie fait mal aux enfants ». Alors, Gérald Bronner, qu'est-ce qui s'est passé ces 20 dernières années pour que de plus en plus de gens pensent sincèrement que la Terre est plate, que la Covid-19 a été créée dans un laboratoire ou que l'attentat sur le marché de Noël à Strasbourg a été commandité par le gouvernement? Alors, on va y revenir largement. Et pourquoi de plus en plus d'esprits sont envoûtés par ces thèses? Alors d'abord, effectivement, ces thèses, elles n'ont pas attendu les 20 dernières années pour exister, elles existent depuis presque toujours, on en retrouve des traces multiples dans l'histoire, mais on a le sentiment en effet qu'il y a eu des épidémies de crédulité. Et quand je dis on a le sentiment, je ne suis pas le seul à le dire, on est nombreux, je pense que beaucoup de chercheurs pensent comme moi. Sylvain Delouvet confirmera ou pas, je lui laisserai la parole, mais c'est aussi l'OMS qui le pointe en parlant d'épidémies de fausses informations, notamment à propos des questions sanitaires qui nous importent. C'est difficile de répondre rapidement, mais je dirais qu'il y a au moins deux éléments fondamentaux, c'est que ces argumentaires complotistes, anti-vaccins, qui nous inquiètent tant, ils existaient donc depuis longtemps, mais ils étaient confinés dans des espaces de radicalité sociale. Et ce que j'appelle la dérégulation du marché de l'information, c'est-à-dire la possibilité pour chacun, qui est une possibilité démocratique que j'approuve par ailleurs, de s'exprimer dans l'espace public, elle a fait advenir des modes d'argumentation qui auparavant n'étaient pas accessibles à tout le monde. Et le deuxième élément, c'est que ces modes d'argumentation, ils vont dans le sens de nos intuitions quelquefois. C'est ce qu'on appelle des raisonnements captieux, c'est-à-dire des raisonnements qui sont tentants, mais faux. C'est le large domaine des biais cognitifs. Eh bien, malheureusement, la crédulité va quelquefois plus vite que des raisonnements rationnels. Qu'est-ce qu'un biais cognitif en quelques mots? Un biais cognitif, c'est un écart systématique et prédictible à la norme de la rationalité. Par exemple, croire que deux événements qui arrivent ensemble sont forcément liés par une cause et un effet, c'est ce qu'on appelle la confusion entre corrélation et causalité. C'est un exemple de biais cognitif qui est particulièrement illustratif de la façon dont raisonnent les conspirationnistes. Sylvain Delouvet. Oui, tout à fait. Pendant très longtemps, on a eu comme vision du complotiste celui un peu farfelu qui pensait que les martiens ou les gros reptiliens étaient parmi nous. Et on voit ces dernières années que les conséquences peuvent être très importantes en termes de santé publique, en termes d'environnement ou en termes politiques. Autrement dit, le complotisme et ses formes de croyances aujourd'hui ont un impact sur notre démocratie, sur notre manière de vivre ensemble. Hélène Romano, comment expliquez-vous cette extension du domaine de ce type de croyances? Alors, probablement par multifacteurs. Moi, j'en vois deux principaux. L'expansion en effet des réseaux sociaux et de l'accessibilité à ces réseaux sociaux qui sont sans filtre et qui ne laissent plus d'espace pour penser.
Les gens tweetent sans forcément réfléchir. Les informations ne sont pas élaborées, elles sont accumulées et puis on passe de fil de l'une à l'autre. Donc ça participe à créer de la confusion et ça participe aussi à faciliter cette rhétorique complotiste qui est une rationalisation de la rumeur. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est peut-être vrai au départ et puis ça s'enchaîne en boule de neige avec des explications qui ne sont pas forcément rationnelles, comme ça vient d'être dit, avec des confusions entre corrélation et causalité. Mais au-delà de ça, il y a probablement à prendre aussi en ligne de compte sur ces derniers mois, en tout cas sur ces dernières années, tout le contexte d'insécurité psychique qui est lié au confinement. On voit bien des gens qui perdent le contrôle sur leur vie, sur leur environnement, et le fait d'être acteur d'une théorie complotiste ou de se référer à quelque chose qui est à l'encontre des décideurs et de tout ce qui peut être pris comme frustration par les responsables politiques comme décision, peuvent conduire certaines personnes à tenter de reprendre le contrôle en théorisant sur d'autres choses. Donc c'est une lutte contre ce sentiment d'impuissance qui permet de comprendre aussi pourquoi on a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens fragiles psychiquement et plus tout à fait les mêmes profils qu'il y a quelques années sur les études qui ont pu sortir, en tout cas la plus récente de l'IFOP sur les conspirationnistes entre guillemets. Alors c'est quoi exactement le complotisme? Qu'est-ce qu'une théorie du complot? Et quelle est la différence entre un complot, un vrai complot, et une théorie du complot, Sylvain Delouvet? Alors, une théorie du complot, pour le dire un peu simplement, c'est un récit explicatif qui considère que la cause d'un événement ou d'une série d'événements est liée à un groupe qui agirait dans l'ombre, qui en serait donc à l'origine. Ce récit, cette narration va à l'encontre de la vérité, de la version officielle, ou de la version communément admise. Le terme théorie est vraiment important à comprendre ici, ce n'est pas dans le sens d'une théorie scientifique, mais dans le sens d'une théorisation naïve du monde. Autrement dit, les gens, les individus, vont essayer de donner du sens aux événements qui se produisent, et en essayant de donner du sens, ils vont construire leur propre théorie, c'est-à-dire leur propre histoire, qui va rentrer en résonance avec d'autres individus. Gérald Bronner. Oui, mais c'est une très bonne définition. Effectivement, il y a un effet de dévoilement dans les théories du complot, ce qui explique une partie de leur succès, c'est-à-dire que ce qu'elles proposent, c'est de mettre en cohérence des éléments qui paraissent disparates et qui, tout à coup, par le truchement de cette théorie, apparaissent cohérents et répondent à des questions, en effet, qui relèvent d'une grande incertitude. La collègue psychologue qu'on vient d'entendre a tout à fait raison de dire que certains moments sont plus propices que d'autres pour voir surgir ces théories. Il est évident qu'une situation de pandémie nous met dans une situation d'incertitude et donc réclame un certain nombre d'explications qu'on ne peut pas toujours donner ici et maintenant. La théorie du complot, la caractéristique, c'est qu'elle en propose ici et maintenant. Et Gérald Bronner, ce qui rassemble beaucoup de théories du complot, c'est que rien n'est dû au hasard, il n'y a pas de fumée sans feu. Les complotistes ont du mal à penser le hasard? Oui, alors ils ne sont pas forcément moins disposés que la moyenne des autres à concevoir le hasard, parce que ça c'est notamment une étude de notre ami Nicolas Gauvry qui a montré cela. En revanche, il est évident que les récits complotistes ne laissent aucune place au hasard. Et surtout, le raisonnement complotiste, parce que c'est une forme de raisonnement qui n'est pas tout à fait rationnelle, mais c'est une forme de raisonnement, a cette caractéristique d'aller chercher des anomalies dans les versions officielles, n'est-ce pas? Il suffit de voir aujourd'hui le mouvement QAnon, comment ils interprètent tous les discours de Donald Trump en fonction d'un drapeau, de la couleur du drapeau qu'il y a derrière lui, de la couleur de la cravate, etc. Comme s'il y avait des messages secrets qui étaient donnés au-delà de ce que Trump dit explicitement. Si je vous comprends bien, certains vont interpréter le moindre détail pour y trouver un sens. On parle de pareidolie, c'est ça? Alors, la pareidolie, c'est notre capacité à avoir de la forme dans de l'informe. Vous savez, quand on regarde des nuages, par exemple, on peut s'amuser à avoir des formes. Donc ça c'est une sorte de réflexe mental. Nous sommes disposés mentalement à avoir des formes dans de l'informe, ce qui peut être très utile, mais quelquefois très encombrant, en effet. Parce que dans une confusion d'informations, on peut chercher un sens. C'est pas tout à fait la pareidolie, mais le mécanisme interprétatif est un peu le même. Et il y a plusieurs études qui montrent que la capacité à voir de la forme dans de l'informe, c'est-à-dire que le réflexe pareidolique est lié, prédit votre endossement de certaines théories du complot. Donc on voit bien que ce genre de réflexe mental est en effet relativement lié à un type de raisonnement. Et pour aller un petit peu plus loin, les biais cognitifs que vient d'évoquer Gérald à l'instant ne sont pas propres aux complotistes. C'est-à-dire que vous, moi, tout le monde tombons assez facilement dans ces biais du cerveau, mais il n'en demeure pas moins que les complotistes vont non pas les utiliser en tant que tels, mais s'appuyer dessus pour construire cette narration, pour construire cette rhétorique et cette histoire
autour de l'explication d'un événement donné. Alors, ils y sont aussi plus sensibles, hein, c'est ça qui est intéressant. Oui. Alors, ce qui est nouveau depuis une vingtaine d'années, Gérald Bronner, c'est qu'aujourd'hui, sur un réseau social, n'importe qui peut opposer sa croyance à un expert reconnu du sujet. Sur un réseau social, un anti-vaccin peut apporter la contradiction à un professeur de l'Académie nationale de médecine, et certains pourront considérer qu'il s'agit de deux croyances qui se valent. On met sur le même plan l'opinion, la croyance fausse et le fait scientifique. Oui, c'est la caractéristique contemporaine de ce que j'appelle le marché cognitif, le marché des idées. C'est qu'en effet, il est devenu hautement concurrentiel. Alors, pendant un temps, on a cru que c'était une très bonne nouvelle parce qu'on s'est dit, dans le fond, le marché va bien faire les choses et il va faire émerger les meilleurs produits. Tout dépend ce qu'on entend par meilleurs produits. En réalité, ce ne sont pas les meilleurs produits du point de vue de la rationalité ou du point de vue de la science. Les meilleurs produits, ceux qui se diffusent le plus vite, le plus fort, sont ceux qui satisfont le mieux aux attentes intuitives du cerveau. Et c'est pour ça que souvent les théories du complot, elles partent avec un avantage concurrentiel sur ce marché, que ça aboutit en effet à une forme de relativisme où n'importe qui a fait ses propres recherches, en général, c'est comme ça qu'ils s'expriment, eh bien, ils font de la réinformation et peuvent contredire, ma foi, un expert qui a travaillé 20 ou 30 ans sur un sujet. Alors, comme le rappelait récemment la sociologue Eva Illouz, dans Le Monde, une idée s'est peu à peu affirmée. Chacun a désormais le droit de définir sa vision de la vérité. Dans nos démocraties, les valeurs de pluralisme, de tolérance, le respect de la subjectivité des individus renforcent le droit d'exprimer ses croyances, et j'ajoute, toutes les croyances, même les plus absurdes. Oui, voilà, le problème, c'est pas d'avoir des opinions, chacun a le droit d'avoir des opinions, mais puisque le thème de votre émission, c'est comment dialoguer avec un conspirationniste, la question, c'est de maintenir ce qu'on appelle un espace épistémique commun. Qu'est-ce que c'est qu'un espace épistémique? C'est-à-dire l'entente entre deux personnes qui discutent sur le genre d'argumentation qui valent ou qui ne valent pas. Et le problème, dans ce qu'on a appelé la post-vérité, c'est de créer des mondes épistémiques qui ne peuvent plus dialoguer les uns avec les autres. C'est-à-dire que vous aurez beau aborder des arguments rationnels, des enquêtes épidémiologiques, etc., la personne qui est convaincue de thèses complotistes va rester totalement étanche, en quelque sorte intellectuellement, à la contradiction. C'est ça qui caractérise aussi les crédules, c'est leur indisponibilité à la contradiction. Alors, j'ai récemment donné un exemple sur cette antenne. J'étais dans un salon de coiffure dans le 18e arrondissement de Paris, et puis la conversation s'est portée sur les vaccins, et l'un des clients me dit le vaccin contre le Covid-19 n'est pas utile, que la Covid-19 a été créée dans un laboratoire comme le sida. Et là, j'étais dans l'impossibilité d'argumenter, j'ai essayé de donner des arguments rationnels, et il me dit, non mais c'est votre opinion, j'ai mon opinion. Sylvain Delouvet, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là, quand on se retrouve dans ce genre de situation? On ne partage pas le même espace épistémique, comme le disait Gérald Bronner. Oui, alors il faut bien prendre en compte qu'au-delà des effets du cerveau, des biais cognitifs qu'on a évoqués, il y a aussi des facteurs sociaux qui entrent en jeu, et notamment des questions d'identité sociale, des questions d'appartenance communautaire, je n'aime pas exactement le terme, mais disons d'appartenance sociale à des groupes. Et on voit que certaines croyances, certaines opinions permettent également de défendre une identité de groupe. Quand je m'exprime, quand je développe une théorie du complot ou un point de vue, c'est tant une opinion personnelle que l'opinion du groupe dans lequel je m'inscris. C'est-à-dire que attaquer directement, frontalement cette idée ou cette opinion, c'est attaquer mon groupe et moi-même. Et de fait, eh bien, j'aime bien me défendre. Donc plus qu'un dialogue, on risque de rentrer dans un espèce de combat dans lequel il n'y aura aucun gagnant, chacun voulant protéger en quelque sorte sa propre identité. Votre regard, Hélène Romano? Oui, par rapport à des gens qui tiennent ce type de propos, on se rend bien compte que plus on va essayer d'argumenter, plus souvent on va alimenter leur propre raisonnement, entre guillemets, complotiste, parce que c'est un raisonnement tout à fait particulier, il n'y a pas d'intersubjectivité, c'est-à-dire il n'y a pas de place pour qu'un autre puisse penser différemment. Donc ce sont des gens qui ont horreur du vide et qui, par exemple, sous l'histoire de la Covid et du vaccin, ne peuvent pas supporter d'entendre que le monde médical tâtonne et avance au fur et à mesure des connaissances sur ce vaccin. C'est insupportable. Ils sont complètement étanches, comme le terme a été très justement donné, et ça permet vraiment de comprendre qu'il n'y a pas d'accessibilité. Donc plus vous allez argumenter, plus vous allez discuter, moins vous allez être entendu. Donc quelque part, à un moment donné, vous êtes mieux laisser filer. Au moment où il y a cette espèce d'argumentation, certaines fois même délirante pour certains niveaux de complotistes, parce qu'on est face à des personnes qui ne sont plus en capacité psychique
d'entendre une version différente. Et ça s'inscrit, j'insiste beaucoup, dans un contexte d'insécurité psychique sociétale et surtout de perte de confiance vis-à-vis des autorités, de perte de confiance vis-à-vis de ce qui fait la structure aussi d'une société, cette fonction surmue de l'État et des instances officielles. Et on voit bien à quel point, là, actuellement, en plus, via l'explosion des réseaux sociaux et l'accessibilité pour chacun, comment, dans le contexte actuel, les complotistes théorisent véritablement sur le lit, sur la difficulté pour les autorités à se faire entendre. Donc, il y a une nouvelle loi qui se crée et il y a cette façon de s'approprier une réalité face à un sentiment d'impuissance, mais leur réalité n'est pas la vérité. Et ça, pour leur faire entendre, c'est quasiment impossible. Et vous, Gérald de Bronner, comment auriez-vous dialogué avec ce client de ce salon de coiffure? Alors ça, c'est une bonne question, parce que je crois qu'effectivement, dans le temps du salon de coiffure, il est quasiment impossible de le faire. Cependant, je pense qu'il ne faut pas, parce que c'est une question de temps. Combien de temps vous avez à consacrer? Et la question se pose principalement, et on a eu de nombreux témoignages dans la presse, lorsque cette eau de la crédulité, on voit qu'elle s'insinue partout, elle peut même séparer les familles. Alors dans le cadre, par exemple, d'amis, de famille, là vous avez un peu plus le temps, sauf si vous voulez rompre. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de recettes à proprement parler, mais ce que je crois que le bon sens dit, et peut-être un tout petit peu la science, c'est qu'il faut avoir un peu de bienveillance. C'est-à-dire que le fait d'attaquer frontalement un croyant avec ses croyances, évidemment, c'est le premier réflexe que vous avez envie d'emprunter, en particulier si c'est quelqu'un que vous aimez, parce que vous avez peur que cette personne, elle gravisse l'escalier de la radicalité. Et donc vous pensez qu'en vous énervant un bon coup, vous allez en quelque sorte lui couper l'herbe sous le pied. Ça peut se produire, bien entendu, mais généralement, c'est pas ce qui se produit pour toutes les bonnes raisons qui viennent d'être données, notamment par Madame Romano. Donc je pense que ce qu'il faut, par la bienveillance dans un premier temps, c'est-à-dire l'écoute, et on verra peut-être si on approfondit un peu le sujet, pourquoi l'écoute ça peut être intéressant, pourquoi écouter l'argumentation de l'autre, le pousser dans ses retranchements argumentatifs, ça peut être efficace éventuellement. Mais dans un premier temps, il faut éviter à la personne qu'on aime, qu'on apprécie, qu'elle s'enferme dans une chambre d'écho. C'est-à-dire qu'elle ne finisse par parler qu'avec des gens qui pensent comme elle. Si vous la repoussez argumentativement, violemment, il est évident qu'elle risque même de rompre les liens avec vous, et c'est pas seulement le conspirationniste. Le problème sectaire, par exemple, il y a bien des décennies à poser le même genre de questions. Sylvain Degouvet. Oui, Gérald évoquait les travaux scientifiques sur le sujet. On peut avoir l'impression de contradiction dans les quelques travaux qui portent sur la manière d'argumenter, de dialoguer avec un complotiste. Je pense qu'il faut bien prendre en compte les différents types de complotistes. C'est-à-dire que si quelqu'un vous parle de la zone 51, de Roswell, des extraterrestres, là, il y a des travaux qui montrent que la dérision, le rire, la moquerie dans une certaine mesure sont une manière de discuter. C'est-à-dire que vous n'allez pas essayer forcément d'argumenter, vous n'êtes pas sur le même niveau que quelqu'un qui aura une vision complotiste du monde, les fameuses bulles de filtre qu'évoquait mon collègue il y a un instant, où là c'est une vision déformée de la réalité. Et là l'argumentation va être beaucoup plus compliquée et le lien ici est important de maintenir. Et vous, comment dialoguez-vous avec une personne complotiste? Racontez-nous tout sur l'appli France Inter, sur la page Facebook de Grand et vous fasse et au standard 01 45 24 7000.